tous. Merci d'être là. Merci à l'Université populaire du travailleur catalan pour son accueil particulièrement chaleureux. Je suis toujours très émue de me trouver avec mon ami Juan Francisco Ortiz pour présenter le livre qui raconte l'histoire de son père, le républicain Francisco Ortiz Torres. Tu es là? Alors juste une petite explication. Si moi je suis guitariste, c'est parce que mon père chantait flamenco. Et c'était pour lui, 28 ans d'exil, le moyen de se retrouver dans son village, simplement en chantant. Alors je vais jouer, pour commencer, un thème qu'il chantait fréquemment, avec un fragment de poème de García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra, se rompe las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelia blancas. Llora flecha sin blanco la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón mal herido por 5 espadas.
morceau que vous venez d'entendre est véritablement un écho du flamenco du village andalou de Francisco Ortiz Torres, dont il a eu trop longtemps la nostalgie. Peut-être certains d'entre vous me connaissent-ils comme romancière, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas du tout d'une fiction. Seulement, voilà, une biographie au sens très strict, disons que ça peut s'avérer un peu sec, un peu désincarné. Et moi, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de chercher à faire revivre un homme au sein d'une époque traversée par des événements historiques majeurs. Je l'ai en quelque sorte mis en scène. Lui, tous ceux qu'il a pu côtoyer, ses combats, ses épreuves, ses victoires aussi, sur un destin complètement tragique. Il s'est éteint à 94 ans, à Perpignan, en 2013. Alors pour moi, il fallait essayer de trouver les mots, le ton, pour que ses descendants, son fils unique, Juan Francisco, ses 3 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, le reconnaissent. Et puis je pensais aussi très souvent à Maria, sa sœur, 104 ans, restée au village, à Santisteban del Puerto, qui ne sait pas lire ni écrire, mais qui connaît parfaitement les épreuves que son frère a endurées. Et puis, d'autre part, bien sûr, mener à bien cette entreprise, c'était également offrir à des lecteurs le récit de vie d'un homme exemplaire à bien des égards, qui fut à la fois acteur et témoin d'une tragédie historique. Le but devenait donc de serrer au plus près la réalité de ce qu'avait vécu Francisco Ortiz Torres et d'inscrire sa réalité individuelle au sein de la réalité historique très proche de nous, complexe et je dirais particulièrement sombre. Dans mes romans historiques, j'ai toujours le souci de respecter les événements de la grande histoire de mon mieux. Une grande histoire au sein de laquelle je fais évoluer, c'est vrai, des personnages de fiction pour que mes lecteurs, justement, la saisissent à travers leur vécu et leur regard. Alors pour ce livre-là, finalement, la démarche, elle est tout à fait analogue, puisque je raconte la vie d'un homme qui a réellement existé et qu'il ne faut en aucun cas trahir. Quelles furent mes sources? Vous vous en doutez. D'abord, Juan Francisco Ortiz, ici présent, c'est un ami depuis plusieurs années et à de très nombreuses reprises, nous avons ensemble présenté des conférences-concerts autour du musicien catalan évoqué tout à l'heure, François de Fossa. Mais il m'a aussi souvent parlé de son père. Et depuis plus de 10 ans maintenant, en France, en Espagne, en Autriche aussi, il lui rend hommage avec des concerts et en particulier celui qu'il a intitulé Memorias. Alors il fut évidemment ma première source d'informations avec des anecdotes, des souvenirs personnels et aussi des documents familiaux qu'il m'a prêtés. La deuxième source, très importante aussi, me vient de David Ortiz, le fils de Juan Francisco. David est professeur en Espagne, il est aussi violoncelliste et très souvent il vient jouer en duo avec son père lors de concerts qui sont justement dédiés à la mémoire de toutes les victimes des nazis.
Et David a consacré son diplôme de maîtrise d'espagnol à Santisteban del Puerto, au temps de la guerre civile et de la répression. Et alors, lui aussi, bien sûr, il m'a fourni des informations à partir de souvenirs personnels et de très précieux enregistrements de son grand-père qu'il a réalisés durant les dernières années de vie de ce dernier. Et il a eu la gentillesse de me les transmettre sous forme écrite. Alors j'ai également utilisé des articles de journaux qui relataient les interventions de Francisco Ortiz Torres, lui-même, invité dans différents lieux des Pyrénées-Orientales, quand à la fin des années 90, il est venu s'installer à Perpignan auprès de son fils. À cela encore s'ajoute une très importante documentation livresque, des livres, des articles d'histoire sur la guerre d'Espagne, naturellement, sur l'exil des républicains espagnols en France, sur les compagnies de travailleurs étrangers, sur les régiments de marche des volontaires étrangers, sur la Seconde Guerre mondiale, des témoignages et des récits sur les camps de concentration nazis, dont Mauthausen, bien sûr, et puis l'après-guerre en France, etc., etc. Confronter toutes ces informations, tenter aussi de les analyser, fut une tâche ardue, mais nécessaire, et je le dis vraiment sincèrement, passionnante. Alors les difficultés n'ont pas manqué. Elles ont été de différentes natures selon qu'il s'agissait de l'Espagne, de la France ou de l'Autriche. Les premières difficultés, elles ont concerné les 3 années de guerre d'Espagne de Francisco Ortiz Torres. Sous le franquisme fut opérée une destruction massive d'archives et une loi de 1968 sur les secrets officiels, encore en vigueur, a interdit la consultation d'un nombre très considérable de documents. Et à Santisteban del Puerto même, le village natal, les archives, elles ont été brûlées pendant la guerre et après la guerre. Une courte première partie de mon livre évoque l'enfance de Francisco Ortiz Torres. C'était une enfance pauvre, mais heureuse, jusqu'à son engagement dès la fin juillet 1936, à l'âge de 16 ans seulement, dans une milice populaire, pour défendre évidemment la République en danger. Francisco ne reviendra dans son pueblo que 28 ans plus tard, semblable finalement à tous ces exilés victimes du fascisme qu'une très belle chanson de 1949, chère à tous les Espagnols, évoque de façon tellement émouvante. Nous allons écouter Francisco jouer pour nous à la guitare El Emigrante de Juanito Valderrama.
Je ne m'attendais pas à avoir autant de difficultés à reconstituer le parcours de Francisco Ortiz Torres durant ces 3 années de guerre d'Espagne qui constituent la seconde partie de mon livre. Francisco n'a pratiquement rien raconté à ses proches, en dehors de quelques anecdotes. Autant dire des bribes éparses qu'il fallait resituer dans le temps et dans l'espace. Quant aux archives militaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant les républicains, elles sont inexistantes ou inaccessibles. Alors un élément d'information très important fut qu'il avait fait partie de la 3e brigade mixte, l'une des toutes premières unités de l'armée populaire de la République. Elle fut créée dès le mois d'octobre 1936 avec des membres, des carabiniers qui avaient été placés sous les ordres de José María Galán, un homme que Francisco Ortiz Torres admirait énormément. Dans le livre d'ailleurs figure une photo du jeune Francisco avec justement l'uniforme de carabinier. Or, cette 3e brigade de carabiniers, elle a participé pratiquement à toutes les grandes batailles de la guerre d'Espagne. Et je l'ai en quelque sorte pistée au fil des semaines et des mois à travers tous les documents rassemblés, tâchant de rapprocher ce que je lisais du peu que notre héros avait raconté à ses proches, par exemple en Andalousie, du côté d'Andújar, lors du siège de la Cabeza, puis pendant la bataille de Brunete, ou la terrible bataille de l'Èbre, et pour finir sur le front du Sègre, juste avant le franchissement des Pyrénées, pour rejoindre la France le 12 février 1939. Alors pour Brunete, la fameuse bataille de Brunete, il existe une intéressante relation de la bataille quasiment au jour le jour. C'est presque l'équivalent d'un journal de marche. C'était donc particulièrement précieux. Présent sur tous les grands champs de bataille, Francisco Ortiz Torres, blessé à plusieurs reprises entre 1936 et 1938, termina la guerre avec le grade de capitaine, alors qu'il avait à peine 18 ans. Impossible de savoir quand et comment il est monté en grade. Mais les exemples de promotion rapide au cours de cette meurtrière guerre d'Espagne ne manquent pas. D'un bout à l'autre de la hiérarchie, on a nommé dans l'urgence les plus aptes à assumer un commandement. Les convictions du jeune Francisco, son courage, sa détermination, son sens de l'organisation et son charisme n'ont pu que jouer en sa faveur. Il faut aussi penser qu'à une époque où la plupart des engagés, des paysans, des ouvriers étaient illettrés, lui, il savait lire, écrire, compter, et surtout, il ne demandait qu'à en apprendre davantage, comme il l'a prouvé d'ailleurs dans la suite de son existence. La 3e partie du livre, intitulée « Exil et combat », s'ouvre sur l'arrivée
à la frontière française. Parvenus aux masses du Rio Major, massive bâtisse isolée, les soldats républicains furent arrêtés par un barrage de gendarmes et de gardes mobiles qui les encadrèrent aussitôt et les poussèrent énergiquement près du ruisseau, ponctuant leurs gestes de péremptoire « Allez, allez !» Ce furent les premiers mots français que les Espagnols entendirent, et par la suite, ils les entendraient à nouveau très souvent. Là, ils furent désarmés et fouillés. En état de sidération, les malheureux contemplèrent le tas formé par leurs fusils, cartouchières, grenades et couteaux. Ainsi dépouillés, ils se sentaient vulnérables. Et surtout, ils comprirent très vite qu'ils étaient indésirables sur cette terre de France qu'ils avaient imaginée accueillante. « Je ne suis plus rien », pensa tristement Francisco. Le capitaine Ortiz n'existe plus. Une montée très raide d'1 kilomètre jusqu'à Custodia restait à parcourir. Escortés de près, ils découvrirent de hautes falaises rouges dont la couleur rappela à Francisco celle des 3 collines de son pays, et il en eut la gorge serrée. Ils furent conduits au cœur du village, sur la place de l'église. L'imposante tour carrée de son clocher avait l'air de vouloir les écraser. Il faisait peine à voir, transi, affamé, ruisselant, car la pluie mêlée de neige n'avait pas cessé. Ils apitoyèrent les habitants venus aux nouvelles qui n'en revenaient pas de cet afflux constant de civils et de militaires depuis des jours et des jours. On leur tendit du pain qu'ils dévorèrent avec avidité. D'autres unités républicaines étaient passées avant eux. En viendrait-il d'autres? Ils en doutaient, persuadés d'avoir été parmi les derniers à quitter le sol de leur patrie. Alors cette troisième partie, elle couvre la période de février 39 à mars 41, avec d'abord la France jusqu'en mai-juin 1940, date à laquelle notre héros fut fait prisonnier par les Allemands, interné au Frontstalag de Cambrai, puis envoyé en Belgique pour 1 mois avant d'être déporté au Stalag de Neufersen en Allemagne, puis au Stalag de Trèves et finalement en Autriche, dans le sinistre camp d'extermination de Mauthausen, le 3 avril 1941. Alors en faisant des recherches, pas toujours simples, sur cette période, j'ai touché du doigt la fragilité du témoignage humain, parce que son père avait parlé d'un régiment de marche de volontaires étrangers. Juan Francisco pensait qu'il en avait assez vite fait partie pour se battre aux côtés des Français. Mais en réalité, son père avait confondu dans son souvenir régiment de marche et CTE, compagnie de travailleurs étrangers. Les CTE, elles ont été créées le 12 avril 1939, alors que les 2 premiers régiments de marche furent logiquement créés après la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Au Barcarès, où Francisco Ortiz Torres n'est jamais allé, en octobre 1939. Un 3e régiment de marche suivra en mai 40 et les 3 changeront ensuite de nom et deviendront les 2e, 22e et 23e RMVE. Or, Francisco, lui, il fut d'abord envoyé au camp de concentration français de Sept-Fonds, dit camp de Jude, en cours d'installation dans le Tarn-et-Garonne, fin mars 1939. Les conditions de vie y étaient épouvantables, mais c'est là que Francisco, persuadé que cela pourrait lui être utile à l'avenir, décida d'apprendre des rudiments de français en s'inscrivant à des cours organisés à l'initiative d'un professeur catalan. Et puis, on retrouve sa trace
en juin 1939 dans la 73e CTE qui partit pour l'entrepôt de réserve de munitions de la Ferté-Haute-Rive dans l'Allier. C'est un an plus tard, alors qu'il se trouvait dans le nord de la France, qu'il intégra en effet un régiment de marche qui ne pouvait être que le 22e, tout juste arrivé dans la région. Et c'était ce qu'il voulait, se battre aux côtés des Français. Il n'en fit partie que brièvement durant la campagne de France du 10 mai au 25 juin 1940, car il a été fait prisonnier par les Allemands fin mai ou début juin et incarcéré au front Stalag 101 de Cambrai. Entre ce moment-là et son transfert à Mauthausen le 3 avril 1941, il a connu de multiples épreuves, avec entre autres des tentatives de fuite. Et c'était des épreuves finalement qui ne faisaient que préfigurer ce qu'il attendait en bien pis dans le terrible camp d'extermination. La 4e partie, justement, raconte les 4 interminables années passées à Mauthausen sous le numéro matricule 4245 qui effaçait son identité d'homme. J'insiste, Mauthausen, c'était un camp d'extermination. Voici l'arrivée. Ils attendirent durant des heures. Les SS donnaient des coups au hasard en hannant, coups de crosse, coups de bâton, coups de pied, une façon d'affirmer d'emblée leur toute-puissance à ces Untermenschen, ces sous-hommes, qui se demandaient quelle faute, quelle erreur ils avaient bien pu commettre pour être ainsi frappés. Ils apprendraient très vite à deviner le sens de l'insulte sans cesse répétée. Paco avait le cerveau en ébullition, et il voulait comprendre. Or, il n'y avait qu'une seule chose à comprendre. Ils étaient tous condamnés à mort. Ils se doutaient que ce serait une mort cruelle, rapide ou lente en fonction de la résistance physique et morale de chacun. Mais lui, qui n'avait que 21 ans, il voulait vivre. Il ne devait pas se laisser impressionner par des démonstrations de force ridicules. Il allait retrouver à un moment ou à un autre des camarades de combat, prêts à s'unir pour résister, survivre, coûte que coûte. Franz Zierreis, le commandant du camp, vêtu et botté de noir, parut enfin, escorté de plusieurs officiers, dont l'un s'avança, une liste à la main, et procéda à l'appel. Il fallait être attentif, reconnaître son nom, même déformé par cette voix allemande, et lever la main aussitôt. Les nazis n'aimaient pas répéter. À plusieurs reprises, Francisco entendit des noms amis. Ils sont là, se disait-il, nous allons nous retrouver. Et plus forte que l'angoisse, une vague d'allégresse le submergea. Le commandant, un bel homme à la quarantaine hautaine, la silhouette raide, fit alors un bref discours traduit au fur et à mesure par plusieurs interprètes. Les détenus, tous coupables d'être d'irréductibles ennemis du Reich, étaient internés au lager de Mauthausen pour y travailler et y mourir. Nul ne pouvait s'en évader, nul n'en sortirait jamais, si ce n'est par la cheminée du crématoire qu'il montra d'un geste théâtral. La fumée noire qui s'en échappait en permanence répandait une terrible odeur de chair brûlée. Rappelons que plusieurs milliers d'Espagnols se sont engagés dans l'armée française, mais que le gouvernement de Pétain accepta pour ménager Franco et Hitler que le statut de prisonnier de guerre ne leur fut pas reconnu, d'où leur envoi dans des camps de concentration ou d'extermination. Il y a des moments où on n'est pas vraiment fier d'être français. Pour raconter ces terribles années, j'ai lu ou relu beaucoup de livres et des témoignages, entre autres ce qu'on peut apprendre dans les bulletins de l'amicale de Mauthausen qui, dès 1945,
a entretenu la mémoire de ce qui s'était passé. Ce que Francisco Ortiz Torres a raconté tardivement à ses proches, j'y reviendrai, m'a servi de base, évidemment. Mais j'ai aussi utilisé des faits qu'il n'a jamais évoqués toutes les fois que j'ai eu la certitude qu'il savait, qu'il avait vu. Il en est ainsi, par exemple, lors d'une épidémie de typhus, du rassemblement des 5000 prisonniers debout, nus, dans la cour des garages, le 21 juin 1941, pour une désinfection générale qui durera 2 jours et 2 nuits, mais qui fut le point de départ des premiers mouvements de résistance intérieure, en particulier pour les Espagnols. Il y eut aussi l'épouvantable exécution en musique du charpentier autrichien Hans Bonarewitz le 30 juillet 1942 devant tous les prisonniers rassemblés, ou encore l'étonnante présence du tout jeune Siegfried Mehr, début 1945, un petit blondinet sur lequel le SS Bachmeier s'était apitoyé et qu'il a envoyé justement dans le baraquement des Espagnols, où il s'est retrouvé sous la protection de son chef, Saturnino Navazo, un ancien footballeur de Madrid. Voici un passage du livre qui évoque tout autre chose. Il s'agit de la carrière de granit de très sinistre mémoire. Jesus avait raconté sa terrible expérience à la Wienergraben et ce qu'il y avait vu en termes crus. Il avait dit les interminables ascensions des esclaves, du matin jusqu'au soir, le dos écrasé par des blocs de granit de 50 kilos, condamnés à gravir les 186 marches irrégulières construites en 1940 par les Espagnols pour relier la carrière au camp. Paco se représentait jusqu'à l'obsession le long défilé des malheureux, ployant sous la charge, battus à chaque passage par des SS au visage déformé par la haine, dans cet escalier de la mort où beaucoup périrent. Bien qu'on fût fin avril, des flocons étaient tombés toute la nuit et une fine couche neigeuse avait dû rendre les marches glissantes. La description de Jesus était si réaliste que dans l'esprit de Paco, les images défilaient plus horribles les unes que les autres. Il voyait les silhouettes qui s'effondraient, entraînant des camarades dans leur chute. Il voyait le sang couler sur la pierre. Il entendait les SS hurleurs et les gémissements de leurs victimes. N'épargnant rien à ce genou qui le regardait avec des yeux immenses, Jesus avait aussi parlé du mur des parachutistes, la falaise, d'où par simple jeu des SS sadiques qui s'esclaffaient, obligeaient à sauter dans le vide leur proie, souvent désignée au hasard. Il se penchait pour les regarder rebondir et s'écraser tout en bas, aux pieds de ceux qui extrayaient la pierre à coups de pioche dans le vacarme et la poussière aveuglante. Paco ne dit rien, mais n'oublia rien non plus, et se dit qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre le monde entier sût ce qui s'était passé ici. Une autre pensée s'imprima en lui avec force, tout faire pour ne pas être envoyé à la mort dans cette carrière. Ce terrible escalier a inspiré à Francisco un morceau réaliste et tout à fait bouleversant, Historia de una bandera, qui symbolise à la fois ces 186 marches et le drapeau républicain fabriqué à Mauthausen par Francisco et ses compagnons. Écoutez.
Oui. Les chances de survivre à Mauthausen étaient très minces. Francisco Ortiz Torres a tenu 4 ans. Entre août 38 et mai 45, 7297 Espagnols furent déportés à Mauthausen. 2536 survécurent. Beaucoup moururent dans les tout derniers mois avant la libération. Cela aurait pu être le cas de Francisco. Aucun détenu en vie le matin n'était sûr de l'être encore le soir. C'était véritablement un risque quotidien. En 1944-1945, quand les nazis comprirent qu'ils allaient être vaincus, redoublant de férocité, ils intensifièrent l'élimination pure et simple des prisonniers et ils s'efforcèrent de faire disparaître toutes les preuves des assassinats perpétrés, tuant leurs victimes une seconde fois. Début 1945, pour une raison tout à fait futile, la colère d'officiers SS s'est déchaînée contre Francisco. Il fut jeté à terre, roué de coups de poing, de coups de pied, de coups de crosse de revolver. Ses bourreaux s'acharnèrent avec sadisme sur sa tête et il fut laissé pour mort et jeté dans un fossé. Au péril de leur vie, des prisonniers tchèques ou russes l'emportèrent jusqu'au camp russe, sinistre mouroir surpeuplé qui se trouvait situé à l'écart dans le camp. Et c'est là que des médecins et des infirmiers déportés des pays de l'Est pour la plupart faisaient des miracles avec rien. Le mourant souffrait de multiples traumatismes et d'une plaie béante au cou qui nécessitait une intervention. Mais il fallait d'abord retaper le blessé qui autrement ne la supporterait pas. Tous avaient faim et pourtant on a trouvé pour lui du lait, du sucre et des pâtes. Et puis un républicain madrilène déporté en 1943, infirmier de formation, l'a opéré à vif et lui a sauvé la vie. Il y a une photo du 14 mai 1945 reproduite dans le livre sur laquelle on reconnaît Francisco au milieu de ses camarades et il porte encore au cou un très gros pansement blanc. Son sauveur s'appelait Ángel Hernández Garcia et des mains d'or de ce rescapé de Mauthausen sortirent plus tard des sculptures absolument saisissantes, inestimables témoignages artistiques de l'horreur de ce camp d'extermination. Et cette même solidarité valut à Francisco un merveilleux cadeau. Un pullover rouge tricoté avec des rayons de vélo volé au SS par 2 Polonais pour protéger Francisco du froid intense. À la libération, naturellement, il l'a emporté et l'a conservé comme une relique. Je voudrais aussi ajouter que, ce qui me paraît une évidence, c'est que si Francisco a pu bénéficier comme ça dans des moments absolument critiques d'une telle solidarité, c'était que lui-même, il savait se montrer à chaque instant solidaire de ses malheureux compagnons. La 5e partie du livre est intitulée « Apatride et porteur de mémoire » et elle est consacrée au retour en France en 1945 et aux années qui ont suivi. Et personnellement, j'ai trouvé extraordinaire la façon dont Francisco s'est reconstruit après ce qu'il avait vécu, comme combattant de la guerre d'Espagne, comme réfugié en France, puis comme prisonnier dans les stalags,
et enfin durant 4 ans à Mauthausen. Aujourd'hui, c'est évident, on parlerait de capacité de résilience. Le retour en Espagne lui étant évidemment interdit, cet homme de 26 ans réussit à s'insérer dans la société française. Il s'est construit ou reconstruit tout seul une vie nouvelle en France qu'il appelait sa seconde patrie. À Paris, en juin 1945, il était seul, sans famille, d'où l'importance des compagnons de souffrance avec qui continuer à partager le même idéal solidaire et se sentir aussi compris. Une association comme celle de l'Amicale de Mauthausen eut une importance évidemment capitale. L'Espagne restait tout à fait inaccessible pour Francisco et on imagine la joie immense qui dut être la sienne quand enfin il put fouler le sol de son pueblo natal, Santisteban del Puerto, en 1964, 28 ans après l'avoir quitté. Maintenant, écoutons ensemble le morceau composé par son fils Francisco, Alegría del regreso, la joie du retour.
portrait de la couverture qui date de l'été 46 à 27 ans. Francisco a un visage poignant et pratiquement sans âge, mais il reflète à la fois, je trouve, l'ineffaçable douleur et une détermination véritablement sans faille. Les séquelles physiques et psychiques, elles étaient là, et il a fait face. Il a trouvé un emploi de menuisier dans l'usine de Vanves-Cottel et Fouché en avril 1947. Et en août, il a épousé Ginette, une jeune Française qui lui donna un fils unique, né la même année. Magnifique revanche de la vie sur la mort, côtoyée quotidiennement pendant la guerre d'Espagne et jusqu'à Mauthausen. Alors au début des années 50, le couple acheta un terrain à Champigny-sur-Marne et Francisco a bâti de ses mains sa maison. Une tâche qu'il mettra 12 ans à mener à bien. Est-ce que ce n'est pas un magnifique défi à l'adversité, un symbole de volonté, une nouvelle revanche sur la vie? Et il faut rappeler qu'hélas, un nombre très important de déportés sont décédés dans les années qui ont suivi leur retour, voire dans les tout premiers mois, tant leur état de santé justement physique était altéré. Un an après leur libération, 5% des déportés étaient morts et 50% avaient des maladies très graves. Et pensons aussi qu'aucune aide psychologique n'a été mise en place, comme ce serait le cas de nos jours. Pour en revenir à Francisco, je crois que sa résistance physique de paysan andalou, puis de combattant républicain, mais aussi sa force morale évidente dès l'âge de 16 ans, l'ont aidé à survivre à Mauthausen et à recommencer à vivre une fois revenu de l'enfer, même s'il demeurait toujours en exil. On sait évidemment que la plupart des déportés ont longtemps tu ce qu'ils avaient enduré. Comment trouver les mots pour raconter l'indicible? Comment être simplement cru? De toute façon, on leur disait souvent qu'il fallait oublier, comme si c'était seulement possible d'oublier. Et ce fut le cas de Francisco Ortiz Torres, qui ne commença à parler de son passé qu'à plus de 60 ans. Il avait cet âge-là, quand il prit conscience de l'importance de témoigner au nom des milliers de ceux qui n'étaient pas revenus de Mauthausen et des autres camps, naturellement. Et ce devoir de mémoire à transmettre devint de plus en plus important au fur et à mesure qu'il vieillissait et que disparaissaient les derniers survivants. J'ai été frappée par un fait. Dès la fin des années 60 et durant les décennies suivantes, le discours négationniste prit de l'ampleur. À la fin des années 70, un frisson, par exemple, cet universitaire que Robert Badinter a qualifié de faussaire de l'histoire, s'est rendu célèbre en propageant son idéologie par tous les moyens. Les chambres à gaz étaient pure invention, l'existence des camps d'extermination, le génocide juif, tout, absolument tout, était nié. Et c'est justement à cette époque-là que Francisco se mit à raconter à ses proches d'abord, puis à témoigner publiquement de son terrible vécu à Mauthausen. Et dans ses propos, on sent la difficulté à dire « je ». Il s'efface derrière un « nous » collectif, comme pour signifier que seul ce « nous » aurait dû avoir droit de citer. « Je n'aime pas parler de ce que j'ai fait, disait-il, mais de ce que l'on nous a fait. » Et de façon constante, donc, il s'efface derrière le groupe,
celui des combattants républicains en Espagne, des réfugiés en France, des déportés à Mauthausen. Et son idéal de liberté, de solidarité, resta essentiel durant toute sa vie. Le drapeau espagnol fabriqué à Mauthausen, qui est sur la couverture, et avec, on ne le voit pas bien sûr, mais les noms de ceux qui l'ont fabriqué est inscrit sur le drapeau même. Donc les compagnons de Francisco. Ce sont les noms de ses compagnons. Oui, c'est pas de ceux qui l'ont fabriqué. Non. Non. Ce sont du commando de libération de Mauthausen. Voilà. C'est le nom de ses compagnons. Oui, d'accord. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Les noms de ses compagnons sont donc inscrits là. Et il a été fabriqué quand même sur place à Mauthausen par l'ensemble de ces hommes. Alors évidemment, ce drapeau, il a été précieusement conservé par Francisco Ortiz Torres lui-même, et Francisco, son fils, le possède, mais il est devenu, bien sûr, au fil du temps, d'une fragilité extrême, et c'est une relique, un témoignage inestimable, ça va de soi. Alors cet homme vieillissant, rattrapé par des séquelles physiques de ce qu'il avait enduré, il est devenu un inlassable passeur de mémoire. En particulier, je vous le disais tout à l'heure, dans les Pyrénées-Orientales, où sa femme et lui se sont rapprochés de leur fils, professeur au conservatoire de Perpignan. Mais aussi à Mauthausen même, où il est retourné en pèlerinage dès mai 1985, puis plus tard avec sa famille à partir de 2007 jusqu'au dernier voyage en 2010. L'ultime partie de mon livre est intitulée « Testament d'un internationaliste » et il reprend les propres mots de Francisco Torres. Je suis devenu internationaliste, je suis vivant grâce à la solidarité, disait-il. Et en libérant sa parole, bien sûr, il a voulu à la fois témoigner en mémoire des disparus espagnols ou d'une autre nationalité et mettre en garde les jeunes générations. Dans ce livre dédié tout naturellement, vous vous en doutez, à ses descendants et à sa sœur, préfacé par Juan Francisco, vous verrez des photos, souvent anciennes, toujours émouvantes et très parlantes, je pense. Figurent aussi des poèmes, écrits par Francisco lui-même, en espagnol ou directement en français, pour la plupart très probablement à Guétari, le petit village basque où sa femme et lui ont entamé leur retraite. Ces poèmes, comment dire, ils sont naïfs, mais ils sont venus du cœur et je trouvais important qu'ils ponctuent ainsi de manière touchante ce récit d'une vie au cœur d'une période tragique, très sombre, et une période historique que nous devons, nous, de ne pas oublier. Et je voudrais vous lire, pour finir, avant que Francisco nous joue le dernier morceau, justement un de ses poèmes de Francisco lui-même, et qu'il a écrit en français. Je voudrais mourir en paix, sans perdre aucun des miens. Je partirai sans douleur dans le repos éternel. Je sais qu'en venant au monde, un jour, il faut disparaître pour laisser la place libre aux enfants qui viennent de naître. On dit que dans l'autre monde, on a un régime de paix. Il n'y a plus ni riche, ni pauvre. Pour tous, c'est l'égalité. Et quand je serai sous terre, je trouverai mes copains, ceux-là même qui ont fait la guerre pour défendre notre pain. On parlera de la guerre, de la misère et de la faim. Et on ne voudra pour rien au monde que les connaissent nos enfants. Juan Francisco avait 14 ans quand il a joué pour la première fois en public la pièce d'Albéniz Asturias.
Et son père retrouvait, en l'écoutant, des sensations oubliées, bien sûr, les couleurs, la mélancolie, la sensualité de son Andalousie. Mais avant tout, son titre retentissait en lui, est-elle un symbole, évoquait la révolte des Asturies de 1934, cette insurrection ouvrière qui, par-delà les différences idéologiques, avait uni les mineurs et préfiguré ce qui ensuite s'est passé en 1936. Nous allons donc écouter Francisco jouer pour nous et en souvenir de son père, Asturias d'Albéniz.